Le Jardin des sciences est une structure originale de diffusion et de partage des savoirs scientifiques. Il offre une vision globale des sciences de la nature, astronomie, sciences de la Terre, sciences du vivant. Grandes et petites orangeries sont des lieux qui accueillent des événements, des expositions temporaires. L'école de botanique, l'évocation d'un jardin du XVIIIe siècle, présente des plantes régionales. Elle est complétée par la roseraie et l'arboretum, parc paysager. C'est parfait. Alors j'ai quelques petites questions que j'avais à vous poser. Donc, dans quelle mesure le projet de développement du vignoble de la Côte dijonnaise est-il inscrit dans la protection de ce que vous appelez la nature urbaine? Oui, bien sûr. Alors, c'est très simple. Donc, le muséum Jardin des sciences, nous avons comme mission, et c'est notre cœur de métier, de faire des recherches, de communiquer justement, donc de faire partager les résultats de ces recherches par rapport aux citoyens sur ce que nous appelons la biodiversité. Donc la diversité du vivant. Et cette biodiversité, maintenant le terme justement va de la biodiversité sauvage. Par exemple, on étudie les insectes pollinisateurs, où il y a quand même 60% des légumes, des fruits que nous consommons qui sont pollinisés grâce aux insectes. Et en Bourgogne, on observe des grandes disparitions d'insectes, 40% des papillons en 20 ans, par exemple. Mais ça va de la biodiversité, ce que nous appelons ordinaire, la biodiversité qu'on rencontre dans les villes aussi, où on reconstitue des corridors écologiques. On trouve parfois des plantes, on a trouvé une plante protégée, on a trouvé des escargots qui n'étaient pas connus encore en France, des escargots d'eau dans une petite source, etc. Avec tout l'urbanisme qui va avec, c'est-à-dire faire des écoquartiers, etc. Bon, et à cette biodiversité, on entend maintenant la biodiversité cultivée aussi. Et donc, les villes ne peuvent plus continuer à s'étendre de façon infinie comme c'était le cas jusqu'à présent. Il faut savoir quand même que la population mondiale a été multipliée par 3 en 60 ans, qu'il faudra nourrir. Donc les collectivités se regardent et ainsi la Dijon métropole s'est questionnée et le président a décidé, c'est un objectif, on sait bien qu'on ne va pas l'atteindre, mais c'est bien un objectif, d'avoir une autonomie alimentaire du territoire dans les 20 ans qui viennent, etc. On sait qu'on n'y arrivera pas complètement, mais c'est un bel objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville se recentre et que du coup, maintenant, on essaye, la collectivité, on acquiert des terres, justement, on installe des agriculteurs dedans pour faire des productions variées, mais respectueuses de l'environnement. On a demandé qu'à tous, justement, nos agriculteurs, donc, nouvellement installés sur les terres de la ville, ils aient des normes haute valeur environnementale, au minimum. Ça peut être du bio, mais au moins haute valeur environnementale, parce qu'on se doit d'être exemplaire aussi par rapport aux citoyens, c'est expérimental aussi, et à des valeurs emblématiques. On replante par exemple des cassis, on a 15 hectares de truffes, par exemple, on refait des protéines végétales, etc., des choses comme ça, et on communique par rapport au public. Et dans ce cadre-là, Dijon était connu jusqu'à l'époque, jusqu'au XVIe siècle à peu près, pour ses vignes. De même qualité que les vins de Beaune, il ne faut pas l'oublier, c'est les ducs de Bourgogne avaient ici ce qu'on appelle le clos du roi, c'était le clos des ducs avant, avec des vignes également, et arrivé au XVIIe, XVIIIe, la bourgeoisie a préféré ne plus cultiver de vignes, mais s'investir dans la commercialisation des vins. Et là, ils ont regardé plus du côté de Beaune, de Nuit-Saint-Georges, à ce moment-là. Le phylloxéra, Pharydium, mildiou, phylloxéra arrivant, et l'issue de tout ça, plus le négoce là-dessus, fait que justement Dijon avait perdu justement ses vignes. Et donc, on veut, non seulement on reconstitue le vignoble à Dijon, une volonté territoriale, puisque on a acheté plusieurs domaines, notamment le domaine de l'Acra, où il y a un potentiel de plus de 35 hectares, 40 hectares placés en AOC. Déjà là-bas, un viticulteur qui est installé, qui cultive à peu près 12 hectares, mais on va en installer d'autres dès l'an prochain,
On rachète à chaque fois que des terres se libèrent, on rachète aussi. On a racheté 5 hectares, il y a 5 vignerons de Gevrey-Chambertin qui cultivent déjà des vignerons installés là, parce que c'est bien aussi d'avoir des vignerons déjà qui ont un peu de bouteille, c'est sans jeu de mots. On a racheté encore 4 hectares justement, et on a racheté encore 3 hectares où nous faisons un conservatoire aussi de vignes, car on se dit, enfin non seulement on se dit, mais c'est une réalité. Hein. J'étais encore hier avec Hugues, le viticulteur ce qu'on appelle les Hautes-Côtes. Bernard Bernard Hugues, hein, qui a son discours, qu'on doit se revoir là-dessus, où c'est une réalité, il y a une évolution climatique. Il y a une évolution climatique, et notamment notre pinot supporte mal le réchauffement climatique, il perd de l'acidité, il monte en degrés, donc il se conserve moins. Et donc l'intérêt d'avoir un vignoble un peu plus au nord, mais aussi avec la Chambre d'agriculture, nous sommes allés repérer dans toutes les vignes de Bourgogne-Franche-Comté, chez les Pinots, les Chardonnays, justement des individus, malgré que ce soit des clones, qui échappent à cet enfermement génétique et qui présentent des caractères personnels, on va le dire comme ça, des coupes de feuilles, mais aussi degrés d'acidité, maturité plus longue, etc. Et on les a plantés dans un conservatoire où on étudie ces individus. C'est donc des individus qui ont muté, hein, parce qu'on regarde le génome, il y a eu des mutations qui ont été faites. Et si c'est des caractères qui sont intéressants, ensuite on a un deuxième conservatoire de 4 hectares, pour un conservatoire de prémultiplication, pour faire ce qu'on appelle des vignes mères, avec l'ATVB, justement. C'est bien, parce qu'en plus on récolte les raisins, mais en plus les petites baguettes, on pourra les donner aux pépiniéristes. Donc on a tout un travail aussi sur cette évolution climatique aussi de la vigne à Dijon. Et donc on achète des terrains, on déplace des exploitations, enfin des cultures qui sont sur les zones AOC, et nous sommes en train d'acquérir toute une zone pour installer des maraîchers en plaine de Saône, et tout ce qui était jardin sur les zones AOC, on est en train de les déplacer, etc. Donc on a une vraie politique, voyez, de reconquête de la côte. Et l'objectif étant d'arriver à moyen terme, on en discute avec la profession, bien sûr, avec Gérard Mette, qui est l'ODG de Bourgogne, c'est de refaire une côte de Dijon qui serait la première géographique avant la côte de Nuit, la côte de Baud, au terme géographique. Et ça tombe bien, puisque la Cité Gastronomie qui va être ici, on commence à réfléchir à faire des parcours qui partiraient de la Cité pour aller dans ces vignes, puisque maintenant on a quand même, et on a des climats, hein, on a à peu près 5 climats déjà qui sont connus, Montrecu, Anfo, etc., les Mares d'Or, et donc de faire des parcours qui quitteraient la Cité pour commencer à aller à vélo, à pied, donc sur cette découverte du vignoble qui commencerait ici. Oui, pardon. Non, simplement par rapport au groupe, parce que j'ai vu aussi que vous aviez des groupes de travail. Alors, et est-ce qu'il y a vraiment une application, enfin, une définition de ces groupes par rapport justement à la vigne, à ce que vous êtes en train de dire? Nous avons installé un comité de pilotage déjà avec tous les élus de différentes communes pour tout ce qu'est l'agriculture urbaine, périurbaine. Dedans, il y a la vigne, et par contre, après, on a des comités scientifiques. On a un comité scientifique pour tout ce qui est, on va dire, agriculture diversifiée, légumineuse, etc., et on a un comité scientifique pour la vigne, où on retrouve la chaire UNESCO, on retrouve des historiens, on retrouve, parce que c'est intéressant de voir l'historique aussi de la vie sur Dijon, etc., un peu tout ça. Bien sûr. Ah, d'accord, donc il y a vraiment une volonté de travailler sur... avec des comités scientifiques et un comité de pilotage. D'accord. Vous avez parlé, alors, dans le livre de Jackie, Rigaud, Le réveil de la côte dijonnaise, Jackie nous apprend que les vignobles du Dijonnais ne furent pas concernés par la loi de 1935 des AOC. Vous m'avez parlé tout à l'heure des AOC, de la possibilité, est-ce qu'il y aura une possibilité d'avoir une AOC spécifique Alors, où nous plantons pour l'instant, nous sommes sur des zones AOC. Attention, pas concernés. Quand il y a eu la délimitation, justement, comme vous dites, après des années, en gros, pratiquement avant-guerre et après-guerre, des zones AOC, Dijon a un potentiel de 300 hectares de zones AOC. Enfin, Dijon, le Grand Dijon, la métropole, avec les communes, Ahuy, Talent, Day, etc. On a 300 hectares en zone AOC, de potentiel à planter. Plus déjà les vignes de Chenôve,
de Marsanais qui sont déjà quand même bien plantés. Mhm. Hein, quand je dis 300, c'est 300 nouveaux hectares. D'accord. Donc en AOC. Hein, donc on est déjà en AOC. D'accord. Non, non, on est déjà en AOC. Ok. Non, l'objectif c'est d'aller plus que du Bourgogne et d'avoir une côte de Dijon. Donc Voilà, une appellation c'est ça. géographique Voilà. complémentaire. D'accord. Ah, Hein, ok, très bien. c'est ça. Très bien. Hein, l'AOC on l'a. Très bien. Alors, et par contre, juste si je me permets, Oui, oui, c'est de se dire, on va faire un essai quand même, dans des zones non AOC, justement, oui. de réintroduire des vins de niche, notamment les vieux cépages, quelques vieux cépages de Bourgogne, le melon par Ouais. exemple, tout comme ça, et Mhm. parce qu'il y a, C'est bien. il y a une demande, il y a une demande Bien sûr. de ces vins de niche. Hein. Ah, Moi je c'est vois très ici intéressant. à Pontus-de-Thiard, ils ont aussi planté les cépages qui étaient cultivés à l'époque Renaissance, censés cultiver à Ouais. l'époque Renaissance. Ils font un vin, l'époque Renaissance, qui est donc pas AOC, mais ils n'ont pas assez de bouteilles. Donc il y a une demande. Ah oui, aussi. non, c'est très bien. Donc on se dit de Ah faire oui, un essai. c'est J'ai eu aussi la visite aussi alors, de différentes personnes, que ça commence à se savoir, quelqu'un qui c'est intéressant, alors je ne sais pas si on le fera, on va voir, qui pour l'instant, chez lui, à titre personnel, un ancien universitaire, a partout en France, a récupéré les anciens hybrides. C'est intéressant Ouais. aussi, hein, parce que ça peut être une piste aussi pour Bien plus sûr, tard. bien sûr. Et donc, pourquoi pas l'idée de se faire un conservatoire des vieux hybrides aussi. Oui, oui. Ouais, très très intéressant. Enfin, vous voyez, Oui, non, mais on c'est- réfléchit sur plein de Oui, choses. oui, c'est très, très C'est ouvert. D'accord. Alors, il y a pour étendre un petit peu le sujet du terroir, récemment dans une interview de Figaro, Louis-Fabrice Latour défendait non seulement le terroir, mais également le territoire. Et il disait, si nous ne regardons pas que le terroir et que nous laissons saccager le territoire, nous serons les grands perdants de demain. J'imagine que vous adhérez pleinement à cette idée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est sûr, c'est Tout à sûr. fait. Hein, le territoire, je vous l'ai dit aussi, le territoire. Alors regardez le territoire, ça veut dire qu'il faut le respecter, ça on est bien d'accord, mais ça veut dire aussi qu'il ne suffit pas de dire on a raison, crier qu'on a raison, il faut faire partager ces enjeux par rapport aussi aux citoyens. D'où plein de choses, il va falloir faire quand même des sentiers de lecture, d'interprétation, Ouais. des événements, des parcours, peu importe, avec des personnes qui prennent ce message, qui apportent des compléments, voire des artistes. Hein. Bien sûr. Et aussi, ce qu'on fait maintenant, on a mis en place des observatoires. Un observatoire justement sur les insectes pollinisateurs. Par exemple, autour des vignes, on plante avec l'appui du conseil régional des haies mellifères aussi. Et on met des ruchers sentinelles de l'environnement dans les vignes. Et on en a plusieurs. Et donc là, le public, après, on communique avec on fait une fête des abeilles, etc. Ouais, oui. On a lancé aussi tout ce qu'on appelle les sciences participatives. On va demander au public, avec les petits appareils photos, etc., les smartphones, d'aller faire des photos de plantes sauvages dans les vignes, d'insectes, etc., de papillons. Et donc on a un site, ils peuvent déposer ça sur le site, Ouais, ouais. à la ville. Ça ensuite, nous, c'est utile parce que ça nous permet d'avoir un état de la biodiversité et on peut redonner au public sous forme d'expo, comme on fait dans le jardin, photos, etc. Plein de choses. Vous Ah voyez. oui, c'est- Donc il ne suffit pas de dire, penser et de dire on a raison, il faut le faire, il faut faire Dans, adhérer. dans les deux sens, oui, Non, c'est ça, c'est- faire c'est participer. ça que j'ajouterais. Bien sûr, d'accord, Hein. d'accord, c'est important. Dernière petite question. La première image qui vient à l'esprit quand on évoque Dijon, c'est la moutarde, pas le vin. Comment se défaire de cette image, plutôt comment imposer dans l'esprit des gens que la côte dijonnaise produit de très bons vins? Existe-t-il une réflexion stratégique de communication qui irait dans ce sens? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une remarque qu'on nous a fait. En sachant que la moutarde, on n'en cultive pratiquement plus en Bourgogne. Hein, la moutarde que vous achetez, à part Fallot-à-Beaune, qui a un petit peu quelques plantations de moutarde dans le truc, ça vient tout d'Afrique du Nord, etc. Il faut le savoir. Et donc, au contraire, avec l'INRA, on recherche à refaire de la moutarde de Bourgogne. Bon, et sur nos agriculteurs, on est en train de réfléchir justement sur des cultures emblématiques, notamment, on y repense à la moutarde parce qu'elle n'a plus, le cassis, on a 15 hectares de cassis qu'on vient de replanter. Pour faire du cassis aussi, on va se réfléchir aussi à l'aligoté, le vrai aligoté, le doré, à part l'aligoté mauvais, le doré. Oui. On est en train d'y réfléchir, remettre de l'aligoté doré pour faire du vrai aligoté de Dijon, etc. Mais vous voyez, on n'exclut pas la moutarde quand même, même si Oui, j'entends, bien sûr. quand on est aux États-Unis, ce qu'on connaît, c'est Dijon avec sa moutarde. Ouais. Sauf que Marc Soyard, l'ACRA, vend tout son vin
est déjà vendu d'une année sur l'autre, et notamment une grande partie part aux États-Unis, avec le nom Dijon dessus. Et Dijon, donc ce qui veut dire que le nom Dijon est entendu pour vendre autre chose. D'accord, aussi. très bien. Et donc, c'est déjà une petite réflexion. Mais j'entends certains viticulteurs qui me disent « Oh, Dijon, d'où la réflexion Côte de Dijon, Côte de Dijonnois, etc. » Ça reste encore ouvert. Mais la collectivité, qu'est-ce qu'on fait? On a déposé une marque. Et on travaille sur une marque, justement. D'accord. Pour tout ce qui touche beaucoup de choses, l'innovation, mais notamment l'alimentaire, comme a fait Genève. Ouais. Genève a déposé une marque sur tous ses produits alimentaires. On va déposer, on est en plein travail là-dessus, de déposer une marque sur ce qui touche aussi l'alimentaire. D'accord. Hein, en plus de la reconnaissance de la côte, etc., mais qui est aussi une marque. D'accord. Alors, ce qu'on va faire ici, alors, pour finir avec la vigne, puisque c'est quand même un sujet qui nous Oui, intéresse, oui. il y a la cité internationale gastronomique qui ouvre en 2010, oui. à côté. Donc on est en train de reconnecter la gare, parce que les touristes qui arrivent, ici le muséum, la cité, piétonisation des rues, j'ai tous les plans d'aménagement de l'avenue, etc. Et ici, ça va être le début de la visite de la cité gastronomie. On va expliquer à partir du végétal, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un végétal, etc. Puis après, que l'homme, il a d'abord, avant l'invention de l'agriculture, récolté des fruits sauvages, puis il a inventé l'agriculture, puis après, tout au cours du temps, justement, il a sélectionné des végétaux pour son alimentation, avec des modes, justement, à la Renaissance, on cherchait l'épicé, etc., arrivait le sucre, etc., la découverte des États-Unis, la cuisine française qui arrive avec Louis XIV, où là on veut justement aller plus sur la sauce, on va présenter ça dans le jardin, et même chose pour la vigne, on va expliquer, la vigne, il y a des vignes sauvages en Amérique, enfin aux Amériques, en Eurasie, en Europe, bon, il y en a, comme ça, mais la seule cultivée, c'est notre Vitis sylvestris vinifera, qui est européenne. Donc tout un parcours empélographique là-dessus. Et cette Vitis sylvestris, on l'a croisée, justement là, des bords cultivés. On en a fait plein de cépages, enfin, pas de cépages, plein déjà de variétés, d'abord, puis après des cépages. Parfois, ces variétés se sont recroisées avec les vignes sauvages, ou pas, ou on a appelé les vignes sauvages. Bel exemple, c'est les vignes américaines comme le phylloxéra. Au début, on a essayé de faire des croisements. On y réfléchit à faire des croisements. Où on a greffé dessus. Donc, on va expliquer. Et on va expliquer aussi comment sont nés tous ces cépages, justement, notamment à partir du pinot, puisque le pinot est à l'origine d'énormément de cépages qu'on trouve dans le monde, par des croisements. L'époque romaine, le César par exemple, des choses comme ça, et beaucoup après, l'époque médiévale, on a croisé le pinot avec plein de trucs justement, et ça donnait la plupart des cépages qu'on cultive dans le monde. Donc tout un parcours empélographique là-dessus. Donc voilà, ça, plus sur les talus de la gare aussi, on va planter des vignes sous forme de, comment dire, un peu comme on voit en Italie, sous forme de petits murets, des choses comme ça, purement décoratifs. Et à côté de chaque musée patrimonial de Dijon, on envisage de replanter des petits lopins de vignes en relation avec le musée. Par exemple, au musée Archéo, on va planter une vigne comme était cultivée à l'époque romaine, en pergola. Devant le musée du Bourguignon, une vigne en foule, au 19e, etc. Des trucs comme ça, vous voyez qu'on réfléchit. Bien, tout un parcours sur la vigne dans Dijon. Que après tout le monde pourra s'emparer pour faire des événements, des commentaires. Et ça, c'est à échéance, donc, parce que là, la cité gastronomique, c'est 2020. Fin 2019, début 2020. Donc c'est demain. Oui, c'est demain. Oui. C'est un gros projet, mais c'est un projet. Oui, c'est super. Ça va faire venir On travaille sur le discours scientifique maintenant, un peu de tout ça. Parfait. Très bien, je vous remercie.